Il faut aussi faire face. Faire face, ouais. J'ai fait un témoignage dans le journal local. T'es dans quel Je suis dans le Jura. D'accord. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est pas mal. Pour enlever les bouteilles. Voilà. Pas top, hein. Fais voir, parce qu'en fait, qu'on va regarder vers là. Qu'est-ce que ça donne? C'est intéressant d'avoir ou pas? Ouais, quand même. Si, ouais. Mais voilà, tu filmes celle qui parle surtout. Bon, attends. Moi, je suis cachée. On est d'accord Ouais, sur moi, l'ordre je suis en ou pas? premier plan. Bon, ben, ça va être le seul moyen d'avoir le truc en vidéo. Et du coup, c'est le seul moyen que je peux vous envoyer. Tu veux qu'on fasse une annonce de... Tu l'as laissé où? Non. De mettre les bouteilles. Enfin, comme tu veux, là, mais... Ouais, mais j'y suis allée, mais on veut dire Un appel pour que les personnes s'approchent? Alors? Ouais. Pourquoi il s'est mis? Ouais. Sympa, celui-là. Normalement, il faut appuyer pour que ça se... Ah, ça y est. Ouais. Celui-là, non. Tiens, vas-y avec... l'allumer celui-là. Ce serait bien qu'on puisse commencer bientôt. Donc, si vous voulez bien vous approcher, si vous êtes encore au café ou au thé. Celui-là aussi fonctionne. Super. Et Julie, ouais. En fait, le café n'était pas prêt. Donc, du coup, les camarades n'ont pas pu prendre leur café. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ne s'approchent pas, elles attendent le café. Donc, est-ce qu'on fait une petite pause entre les deux interventions? Ouais. Pour qu'elles Moi, puissent... je suis dans le deuxième lot, mais je sais que... Ouais, Alice, ouais, moi, il faut que je parte à 11h30. Mais... Ah, il faut que tu portes... T'as refait un ordre, Julie? Non, mais elle passe juste... Alors, comment vous voulez passer? Moi, j'ai dit que je vais bien passer en dernier. Ok. À l'instant. Sachant qu'il ne veut pas détecter la caméra, donc ça va être caméra comme ça. Alors attends, toi c'est sur l'endométriose. Je mets un visage sur les dents. Ouais, toi c'est sur l'endométriose. Je pense que parce qu'elle a chopé dans la nuit ici. Alors, je vois pas Karine. Nous, on avait imaginé que tu passes en dernier, donc il faut qu'on change l'ordre. Nelly, est-ce que tu te sens de passer en dernier ou tu... Oh bah je m'en fiche, moi, je fais comme vous voulez. Ouais. Oh bah oui, de toute façon, que ce soit en premier ou en dernier, ça change rien, non? Du coup, on commence par... Bah ça dépend des gens. C'est comme bah non, j'ai rien imaginé, moi. Parce qu'à ce moment-là, on peut intervertir, on fait Lucie, Alice, ouais. Et ensuite Karine, Nelly. Allez. Et toi, ça te dérange pas? Non. C'est bon? Eh ben super, on fait comme ça. On fait comme ça. Ah mais non, c'était moi qui devais introduire Karine et Nelly, donc c'est toi qui introduis du coup le début de la table ronde, ça te va? Ça marche, attends, je retrouve ce que j'avais écrit. Ah bah moi c'était très rapide, hein, donc... En plus comme Karine n'est pas encore arrivée... Tu veux Tu veux le petit texte que j'avais pris, la petite présentation juste comme ça? Ouais, c'est ça que je cherchais, ouais. Tiens. Tu veux venir au milieu? Non, pas. Bah non, parce qu'on te voit pas du coup. Donc c'est un peu embêtant. Si je peux faire ça, regarde, hop, et là on me voit. D'accord. Mais tu l'as projeté aux vidéos? Tu l'as mis aux vidéos? Ou c'est que pour le lien? C'est que pour le lien pour celles qui
sont pas en direct. Ah oui, donc il faut qu'on nous voit, oui, il n'y a pas de doute. Oui, Ouais. après je vais déplacer la. Donc, non, mais parce que je croyais que c'était parce que tu le projetais. Pas du tout. Tu penses qu'elle nous voit assez? Oh oui, oui, parce que les gens. Non, parce on que est bien celles qui sont au éclairés, fond, là. elles ont dit qu'elles ne voyaient rien au vidéoprojecteur hier. Oui, mais après, il y en a. Mais tu peux leur dire aussi de descendre. Alors, n'hésitez pas à vous avancer pour pouvoir bien voir ce qui est écrit sur le vidéo-projecteur quand il y aura des diapos qui sont diffusés. Donc, on va commencer dans 5 minutes. Même pas. Ah zut, je pense que j'ai laissé sur ma chaise. Alors, on va commencer ce matin donc une nouvelle table ronde sur femmes et santé au travail. On attend encore une des intervenantes, donc du coup on a un peu modifié l'ordre de passage. On va commencer par la vision un peu internationale avec Lucie Daniel qui est experte plaidoyer pour l'association Equipop et qui est spécialisée sur les enjeux liés aux droits sexuels et aux politiques étrangères féministes. Elle est notamment co-autrice d'un rapport sur le backlash contre les droits des femmes et membre du groupe d'experts de Women 7. Voilà. Et donc, au vu des attaques sur les droits reproductifs, notamment l'avortement dans le monde, elle présentera l'analyse faite sur le backlash contre les droits des femmes. Ensuite, ça sera Alice Romero, qui est chercheuse au GISCRIPS, le CREAPS, voilà. Je veux parler anglais, mais je ne sais pas parler anglais, donc là, vous avez voilà. Qui est docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8 et qui interviendra sur l'endométriose au travail, les conséquences d'une maladie chronique féminine mal reconnue sur la vie professionnelle. On fera ensuite une première salle de questions-réponses avec la salle. Et ensuite interviendront donc Karine Babul, qu'on présentera tout à l'heure, et Nelly Bourillon, qui interviendront donc après cette petite salle de questions. Les chances vont pouvoir commencer. Ok, bien, bonjour. Je vais d'abord commencer par vous remercier pour cette invitation. Je représente effectivement aujourd'hui Equipop, qui est une association féministe et de solidarité internationale basée en France, au Sénégal et au Burkina Faso, et qui se mobilise notamment, comme ça a été dit, sur les enjeux liés aux droits sexuels et reproductifs, donc tous les droits qui ont trait à la sexualité, qu'il s'agisse du droit à l'avortement, à la contraception, l'éducation à la sexualité, la lutte contre les violences ou la prévention du VIH. Je suis vraiment très contente d'être ici, puisque bien entendu, les luttes syndicales, les luttes pour les acquis sociaux et les luttes féministes sont extrêmement liées, donc ça fait beaucoup de sens pour nous, Equipop, d'être ici aujourd'hui. Ce qui m'a été demandé, c'est effectivement de vous faire une présentation un petit peu rapide et non exhaustive de l'état des lieux, des droits des femmes et de l'égalité de genre dans le monde, et surtout parler des mouvements anti-droits qui sont à la manœuvre depuis toujours, mais qui, depuis les années, disons, 90, ont pris une dimension un peu plus internationale et très organisée. Je vais m'appuyer pour cela sur un rapport que nous avons publié, Equipop, avec la Fondation Jean Jaurès, qui s'intitule Droits des femmes, combattre le backlash, et qui a notamment pour objectif de décrypter un petit peu les mouvements qu'on a appelés dans notre rapport les mouvements anti-droits, analyser de quelle manière ces mouvements opèrent, les agendas qu'ils essaient de pousser au niveau national et international, et puis surtout proposer des recommandations pour agir face à ces mouvements. Donc nous, chez Equipop, on fait beaucoup de plaidoyer. Donc ce rapport, on l'a aussi pensé pour l'adresser au gouvernement français. Vous savez peut-être que depuis 2019, le gouvernement revendique une diplomatie féministe. Alors bon, clairement, on n'y est pas encore.
Notre travail à nous, c'est justement d'essayer de pousser le gouvernement à s'engager davantage sur ces questions-là, aussi bien au niveau national qu'international. Et ça fait partie un petit peu des sujets sur lesquels on pense que la France doit se mobiliser. Donc pour commencer, je voudrais juste vous donner une petite anecdote. Quand on a sorti ce rapport en février, on a eu une assez bonne couverture médiatique, on était vraiment contents. Et la question que les journalistes me posaient tout le temps, c'était mais finalement, les droits des femmes, est-ce que ça avance ou est-ce que ça recule? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ce sera pire demain? Et donc, moi, j'ai essayé de leur répondre en leur disant c'est un peu plus compliqué que ça, puisque finalement, les droits des femmes, c'est pas une chronologie linéaire. Hein. Je peux pas vous dire aujourd'hui ça avance, demain ça recule. Depuis toujours, comme vous le savez, c'est une histoire qui a été ponctuée par à la fois des avancées et des reculs, parfois de façon concomitante, avec des variations d'un pays à l'autre. Et ce qu'on remarque surtout, c'est qu'aucune région n'est épargnée par ces allers-retours. Et c'est ce qu'on appelle justement un peu communément le backlash, cet anglicisme qui est traduit en français souvent par retour de bâton. Vous avez sans doute déjà croisé cette expression. Donc c'est pas nouveau en soi, puisque les luttes féministes se sont toujours heurtées à des résistances. À chaque fois qu'il y a des avancées féministes, on assiste à des réactions souvent disproportionnées de mouvements conservateurs. C'est finalement l'ordre patriarcal qui tient à ces privilèges et qui se mobilise. Et c'est pour ça que ce rapport qu'on a écrit, c'est d'avoir un appel à l'action. Notre objectif, c'était aussi de dire, notamment au gouvernement, que les droits des femmes nécessitent une vigilance continue. On ne peut pas se satisfaire de petites mesures ponctuelles. C'est vraiment quelque chose qui doit engager toute la force publique de façon continue. Et donc, on a pensé de cette manière. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte sur ces mouvements-là, donc comme je le disais, ils ne sont pas nouveaux, mais depuis, disons, les années 90, on note qu'ils s'internationalisent un petit peu. Les années 90 correspondent à une période de grandes conférences au niveau de l'ONU. Il y a eu la conférence du Caire, la conférence de Beijing, qui ont été des moments vraiment très fondateurs pour faire avancer les normes internationales sur les droits des femmes et qui, du coup, ont aussi suscité une mobilisation des camps les plus conservateurs. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec ce rapport, c'est de montrer que, bien qu'il existe bien entendu des contextes très différents d'un pays, d'une région à l'autre, on retrouve quand même dans ces mouvements un petit peu les mêmes ingrédients et on pense que les comprendre, les décrypter, ça peut aider aussi à mieux les combattre. Donc, la première caractéristique, c'est qu'on a affaire à des mouvements très hétéroclites. C'est souvent des coalitions très diverses, parfois des alliances un petit peu improbables entre des États conservateurs, des organisations issues de l'extrême droite, issues de mouvements religieux fondamentalistes, des très grandes fortunes, notamment au niveau de la droite dure évangélique américaine. Et ces alliances vont se coaliser et vont pousser un agenda complètement rétrograde, misogyne, notamment au niveau des instances onusiennes. Souvent, on cite un exemple, c'est la déclaration du consensus de Genève qui avait été poussée par les États-Unis, par l'administration Trump en 2020. Une administration qui, bien sûr, avait beaucoup de mal au niveau multilatéral en matière de droits des femmes. Et ce consensus de Genève, qui en fait était un texte dans lequel les États réaffirmaient leur souveraineté en matière de droit à l'avortement et leur opposition à ce droit, il a réuni à l'époque des États aussi divers que les États-Unis de l'administration Trump, le Brésil de Jair Bolsonaro à l'époque, l'Ouganda, l'Égypte, la Russie, la Hongrie, l'Arabie Saoudite. On avait aussi quelques États d'Afrique de l'Ouest. Donc c'était vraiment quelque chose une sorte d'internationale conservatrice contre les droits des femmes, qui réunit des États qui, dans d'autres circonstances, sont parfois très opposés sur le plan économique, qui parfois même sont en conflit, mais qui, lorsqu'il s'agit d'attaquer les droits des femmes, trouvent un terrain d'entente
et s'unissent autour de ce sujet-là. La deuxième chose qui nous a intéressés, sur laquelle on souhaitait aussi alerter, c'est que ces mouvements sont très connectés les uns aux autres. D'abord politiquement, puisque donc ils vont porter un agenda commun qui repose sur une vision, voilà, que vous connaissez, une vision patriarcale de la société, hétérocentrée, voilà, autour d'une famille, d'un chef de famille, d'un couple hétérosexuel, et dans une vision dans laquelle les femmes sont reléguées à un rôle complètement reproductif, sans autonomie ni droit sexuel et reproductif. Et à partir de cette vision très rétrograde de la société, ces mouvements vont tirer un fil très régressiste et vont finalement également s'attaquer aux droits, par exemple, des personnes LGBTQIA+. C'est des mouvements qui ont aussi très souvent dans leur radar les droits des personnes homosexuelles, par exemple, qui vont s'opposer à l'éducation à la sexualité. On voit par exemple en Hongrie, sous couvert d'une prétendue protection des mineurs, on voit que le gouvernement adopte des lois ouvertement homophobes visant par exemple à interdire les représentations de l'homosexualité. Donc ça, voilà, c'est un exemple, parce que c'est aussi important à notre sens de rappeler que ces mouvements sont anti-droits, s'attaquent donc aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTQIA+. Et bien sûr, ça nous rappelle aussi que nous, nos luttes féministes, elles sont très liées à ces questions-là, et qu'il faut du coup qu'on puisse y répondre ensemble. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu politique. Ensuite, ces mouvements sont également connectés financièrement. Et c'est aussi un élément qui est important, puisque on cite par exemple des études dans notre rapport qui démontrent que les mouvements anti-droits en Europe sont, pour une grande partie, par exemple, financés par des mouvements de la droite évangélique américaine ou de la Russie. Donc il y a vraiment des liens qui s'opèrent et ce sont des mouvements qui en plus ont quand même la capacité de lever des milliards de dollars. Là où on sait très bien que les mouvements féministes, eux, reçoivent des financements complètement dérisoires. Donc il y a clairement un déséquilibre de ce point de vue-là et qui ne penche vraiment pas du bon côté. Ces mouvements, ils existent en France aussi. Vous connaissez sans doute la fondation Jérôme Lejeune, qui là aussi est un mouvement qui mène littéralement une croisade contre le droit à l'avortement et qui fait partie des premiers financeurs en Europe des mouvements anti-droit. Voilà, on les a aussi chez nous. Ces mouvements-là vont développer différentes techniques pour vraiment saper toutes les conventions internationales en matière d'égalité femmes-hommes et de droits des personnes LGBTQIA+. On y reviendra peut-être. Moi, par exemple, je reviens de la CSW, donc la Commission sur le statut des femmes qui a eu lieu à l'ONU à New York la semaine dernière. Et j'ai pu du coup assister à ces rapports de force géopolitiques où on voit clairement des États venir dans des très grandes délégations, soutenir des lobbies anti-avortement et de façon méthodique faire échouer les négociations autour des droits des femmes. Ensuite, ces États, ils attaquent, en plus d'attaquer les droits des femmes, ils attaquent finalement aussi la société civile en tant que telle. On voit des États, par exemple en Hongrie ou en Turquie, qui redéfinissent un petit peu l'espace de la société civile, qui vont créer des ONG organisées par le gouvernement, des ONG un peu de façade, qui en fait vont être au service des pouvoirs publics et faire avancer leur agenda très conservateur. On voit aussi que ces États, ils vont par exemple faire l'objet d'un lobbying très actif des mouvements anti-droit au niveau des instances onusiennes et par exemple, on va voir dans des espaces comme l'Union africaine, on va voir que des organisations féministes vont se voir retirer leur statut d'observatrice dans un certain nombre d'agences. Et du coup, ils ne vont plus avoir accès à ces espaces stratégiques. Donc il y a aussi toute cette stratégie de redéfinition de l'espace de la société civile. Et enfin, souvent, ces mouvements vont, de façon assez malhonnête, se donner un peu l'image de mouvements très démocratiques, très participatifs,
C'est assez intéressant de voir que, par exemple, une des premières mobilisations qui a eu recours à l'initiative citoyenne européenne, c'était une initiative qui s'appelait One of Us et qui avait pour objectif de remettre en cause le droit à l'avortement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ce sont aussi des mouvements qui vont utiliser des outils démocratiques contre les droits des femmes. Et enfin, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que ce sont des mouvements qui finalement sont très vocaux, comme on dit, qui font beaucoup de bruit, mais qui sont souvent aux mains d'une petite minorité influente, bien financée, proche d'un certain nombre de mouvements religieux. Par exemple, on cite beaucoup la Pologne, où vous savez que le droit à l'avortement est devenu quasiment interdit. D'ailleurs, une femme a été condamnée il y a quelques jours pour avoir aidé une autre femme à se procurer une pilule pour un avortement médicamenteux. Et en fait, quand on regarde l'opinion publique polonaise, elle est majoritairement favorable à la libéralisation de l'avortement. Donc voilà, c'est vraiment une minorité qui impose sa vision complètement rétrograde de la différenciation des sexes et à nouveau voilà, du modèle patriarcal. Et enfin, donc, on pourra revenir si vous jetez sur ces techniques un peu discursives très trompeuses. Vous connaissez les mouvements qui s'appellent prétendument des mouvements pro-vie, et qui en fait luttent contre l'avortement. Je crois qu'il y a quelques semaines, des élus aux États-Unis ont envisagé la peine de mort pour les femmes qui souhaitaient avorter. Donc là, on voit quand même toute l'hypocrisie de ces mouvements pro-vie. On en est là quand même dans certains États aux États-Unis. Très rapidement, pour terminer sur ce qu'on peut faire face à ces mouvements, déjà, une fois de plus, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. On peut aussi se dire quand les mouvements conservateurs paniquent, c'est parce que les féministes sont en train de gagner du terrain aussi. Et une fois de plus, on sait très bien que ces batailles, de toute façon, elles seront continues. Nous, on en appelle beaucoup aussi à la responsabilité des gouvernements, notamment la France qui, comme je vous le disais, revendique une diplomatie féministe. On pense qu'il faut que la France déjà finance beaucoup plus les associations et les mouvements féministes. On pourra y revenir, mais vous savez qu'en France et à l'international, les associations de solidarité internationale sont, comme je le disais, très peu financées. La France fait quand même plutôt figure de mauvais élèves au niveau de l'OCDE sur ces questions-là, même s'il y a des mesures qui ont été prises, notamment la création d'un fonds de solidarité pour les organisations internationales, pour les organisations des pays des Sud, mais qui passent par l'aide publique au développement française. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour financer les associations au niveau individuel, financer leur fonctionnement, mais aussi au niveau international pour soutenir des solidarités féministes transnationales, parce que c'est aussi de ça dont on a besoin entre féministes, c'est de pouvoir se coordonner, se mobiliser ensemble. J'ai entendu que par exemple au Mexique, des associations féministes s'organisaient pour aider des Américaines à venir avorter. Ça c'est aussi un exemple de backlash assez intéressant et surtout de solidarité féministe. Ensuite, il y a un deuxième enjeu très fort qui est la protection des activistes féministes. Vous le savez aussi, ce sont des femmes souvent qui sont exposées à des violences continues, des violences physiques, et puis aussi on voit de plus en plus des violences en ligne. Vous avez peut-être vu ce très bon reportage d'Arte sur le procès Johnny Depp et Amber Heard qui montre vraiment comment des groupes masculinistes mènent des raids numériques contre des femmes et à force d'algorithmes aussi arrivent à faire pencher l'opinion publique dans le sens de leurs idées. Et enfin, un troisième aspect, c'est bien sûr le volet diplomatique. Donc là aussi, comme je le disais, il y a vraiment un enjeu à ce que les États comme la France portent une voix beaucoup plus forte encore dans les instances internationales. Moi, ça m'a frappé encore à nouveau à l'ONU la semaine dernière. Le soutien implicite aux droits des femmes n'est pas suffisant. Il faut vraiment porter ces questions de façon beaucoup plus forte. Si je donne quelques exemples, la France, par exemple, vient de publier une stratégie internationale pour les droits sexuels et reproductifs. Donc, c'est-à-dire que c'est les actions que la France va prendre à travers sa politique étrangère
pour soutenir les droits sexuels et reproductifs dans un certain nombre de pays. Il faut que cette stratégie soit financée. Une fois de plus, il y a un vrai enjeu sur les financements. On pense par exemple à l'annonce qui avait été faite par le président Emmanuel Macron, qui s'était dit favorable à l'ouverture d'un dialogue sur l'inscription du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi voir aboutir, ou en tout cas, on souhaite voir ce dialogue s'ouvrir et on souhaite voir la France y jouer un rôle très actif là-dedans, puisqu'au niveau de l'Union européenne, c'est un vrai enjeu aussi au sein même de l'Union européenne. Et enfin, il y a aussi également la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France. On en parlait justement hier dans un événement avec le planning, avec Mélanie Vogel, sénatrice EEV. Là aussi, on attend un petit peu le président au tournant. Vous savez sans doute qu'il a annoncé donc, le 8 mars qu'il s'engageait à proposer un projet de loi constitutionnelle en ce sens. Non seulement il s'agit de sécuriser ce droit en France, mais il s'agit aussi, selon nous, d'envoyer un signal à l'international et de dire, aussi, la France est là et elle est du côté des associations féministes. Et je dirais même que maintenant que le président s'y est engagé, à l'inverse, si ce projet n'aboutissait pas, je pense que ce serait là pour le coup un très mauvais signal à envoyer aux militants féministes, une grosse désillusion et un signal d'encouragement au mouvement anti-choix. Donc là aussi, je pense qu'il y a une très grande responsabilité des pouvoirs publics à faire aboutir ce projet. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour les questions. On fait les questions après, quoi. Oui. C'est 2 interventions, après on fera les questions. Alors, désolé. Ça a marché tout à l'heure. Ouais, c'est bon, c'est fort, ça marche. Bonjour, moi je suis Alice Romario, donc je suis sociologue et politiste au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et je vais vous parler donc, de l'endométriose aujourd'hui et de la manière dont cette maladie affecte le travail au quotidien et les trajectoires professionnelles des femmes qui en sont atteintes. Alors, vous en avez certainement entendu parler de cette maladie chronique qu'on appelle l'endométriose, puisqu'elle a gagné en visibilité ces dernières années, et plus encore au début de l'année dernière et tout récemment, que ce soit avec l'annonce de la stratégie de lutte contre l'endométriose annoncée l'année dernière, la proposition de résolution pour l'inscription de l'endométriose au sein de la liste des affections longue durée, ou encore tout récemment avec la question du congé menstruel qui a été voté en Espagne. L'endométriose, c'est donc une maladie chronique, inflammatoire, qui touche au minimum une femme sur 10 en France. C'est une maladie qu'on connaît en fait depuis la moitié du 19e siècle, mais qui est encore sous-étudiée et sous-diagnostiquée. C'est une maladie qui se caractérise en fait par la présence de cellules semblables à de l'endomètre, donc cette petite muqueuse qui tapisse l'utérus, en dehors de l'utérus, donc par exemple sur les ovaires, les troncs de Fallope, donc ça c'est la sphère gynéco, mais aussi sur d'autres organes, comme par exemple le rectum, les intestins, la vessie, parfois même les poumons, le diaphragme, etc. Et donc c'est une maladie qui provoque des symptômes très variés, très différents d'une femme à l'autre, et avec des degrés aussi de gravité très différents. Donc, ce qu'on connaît le plus, c'est les douleurs pelviennes au moment des règles. Et ça a beaucoup été mis en avant aussi les problèmes d'infertilité.
Mais c'est aussi tout un tas d'autres symptômes qui sont gênants et qui vont valoir gêne au quotidien au travail, qui sont par exemple les troubles digestifs et urinaires, la fatigue chronique, etc. Et c'est des symptômes qui ont lieu, donc, qui se manifestent pendant la période des règles, mais aussi en dehors de la période des règles. Donc ce n'est pas juste, ce qui serait déjà beaucoup, une maladie qui s'exprime quelques jours par mois. Et donc je disais, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée puisque aujourd'hui on estime un délai de diagnostic moyen à 7 ans après l'apparition des premiers symptômes et la première fois que les femmes expriment des douleurs. Et donc moi, ce qui m'intéressait, en fait, la question au départ, c'est que j'ai été étonnée par la présentation, les discours autour de l'endométriose, donc j'ai commencé en 2019, que moi je connaissais comme une maladie où le problème principal, en fait, était des questions liées à la fertilité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi plein d'autres symptômes et qu'en fait, on parlait très peu de toutes ces autres problématiques, et notamment ce qui se posait sur d'autres sphères que celle de la reproduction, et donc en particulier sur le travail. Et les travaux que j'ai trouvés essentiellement à l'international, en fait, s'intéressaient aux conséquences de l'endométriose, pas du côté des malades, en fait, mais de ce que ça coûtait aux gens, ce que ça coûte d'avoir des arrêts maladie, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce que ça fait aux femmes, en fait, aux travailleuses, quelles conséquences ça a sur leur carrière, sur leur quotidien au travail, comment elles font pour gérer avec leur douleur au travail, est-ce qu'elles parlent ou pas de leur maladie, comment c'est reçu, est-ce qu'il y a des aménagements ensuite qui sont possibles et proposés, que ce soit par la médecine du travail, est-ce qu'elles ont des stratégies individuelles pour concilier santé et travail, est-ce que ça joue sur éventuellement des bifurcations, des choix de réorientation professionnelle. Donc j'ai mené une enquête par questionnaire, une enquête que j'ai appelée l'enquête endo-travail en février 2021 et que j'ai complétée ensuite par des entretiens, donc essentiellement au téléphone, pour saisir un peu plus finement comment ça se voit vraiment au quotidien, donc, et surtout avec des profils très variés, c'est-à-dire ça ne joue certainement pas de la même manière quand on est un emploi cadre avec une certaine autonomie d'horaire que quand on est enseignante ou infirmière, où on a aussi la gestion on est avec du public dont on a en charge, quand on travaille en restauration, etc. Et donc, ce que l'enquête montre, c'est que les symptômes de l'endométriose sont multiples, d'intensité variable, et que donc là, c'est parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire, et bien on voit qu'elles sont effectivement 86% à souffrir de douleurs pelviennes, mais on voit aussi que c'est près d'un tiers qui ont des douleurs et des troubles urinaires, un peu moins de la moitié des douleurs dans les jambes, des douleurs lombaires, 70% des troubles digestifs. Et donc, en fait, tous ces symptômes ont des effets ressentis en termes de pénibilité au travail. Donc, on a, par exemple, pour tenir des postures, devoir rester debout toute la journée ou à l'inverse, rester assise quand en fait on a des douleurs dans les jambes, dans le dos, etc. C'est compliqué. Quand on travaille dehors ou, je le disais, avec du public et qu'on ne peut pas se rendre aux toilettes parce qu'on a des crises digestives, urinaires ou qu'il faut se changer ses protections hygiéniques. Etc. Donc on le voit, c'est la figure 1 là, sur le vidéoprojecteur. Ça a des effets sur les femmes qui déclarent au moins, par exemple, on a 30% qui déclarent au moins une fois par jour devoir changer de position à cause de leur douleur.
Et ce que j'ai saisi ensuite par des entretiens plus qualitatifs, c'est vraiment des témoignages qui permettent de voir concrètement ce que c'est en fait. Et j'ai par exemple eu Lina qui a 34 ans et qui était vendeuse en CDI et qui explique que donc elle fait ce qu'on appelle de la névralgie pudendale, c'est-à-dire que elle me dit qu'elle ressent comme une décharge électrique qui vient de l'anus et remonte dans le vagin et qu'elle a de grandes difficultés du coup à rester assise derrière sa caisse. C'est voilà, très compliqué à tenir. À l'inverse, une autre personne qui est aussi vendeuse, mais dans une boutique, qui elle avait du mal à rester debout et que sa chef lui dit mais en fait tu peux pas être assise, c'est pas vendeur, même quand il n'y a personne dans la boutique. Une autre, voilà, on pense aussi aux femmes qui travaillent comme aides-soignantes, comme kinés, qui doivent voilà, porter des charges lourdes, etc. Donc c'est aussi rendu très compliqué. Donc il y a aussi voilà, la question des toilettes, en fait, c'est vraiment une grande problématique pour elle. Là, c'est Juliette, 36 ans, qui est secrétaire administrative et qui est fonctionnaire, qui m'explique il fallait que les toilettes ne soient pas très éloignées. Je me revois parfois courir, arrêter une tâche au travail et courir aux toilettes parce qu'une crise arrivait. Toutes les semaines, j'avais une crise digestive, diarrhée, etc. en plein milieu du... Et une des particularités aussi de l'endométriose, c'est que leur état de santé est variable. Alors, c'est un peu propre des maladies chroniques aussi, mais voilà, elle m'explique des jours où elles sont épuisées, ça ne va pas pendant tout un mois, et puis un ou deux cycles après, ça va être moins présent. Enfin voilà, il y a vraiment aussi un caractère de la difficulté de se projeter et de prévoir et de pouvoir anticiper, et de savoir aussi quel type d'aménagement leur conviendrait le mieux. Et ça, c'est aussi lié au fait que, comme en fait elles sont diagnostiquées très tard, elles mettent du temps aussi à voir tout l'impact qu'a l'endométriose sur leur vie, et de se dire aussi en fait quand j'ai des diarrhées, en fait c'est aussi lié à mon endométriose, et en fait je vois que mon endométriose voilà, elle impacte ma vie à plein d'endroits. Il y a un problème aussi de sentir légitime à demander des aménagements par rapport à ça. Et en fait, moi, ce qui me posait question au départ, aux conditions de travail des femmes, en fait, ne sont pas favorables à la santé. On a une moins bonne prise en compte de la pénibilité, de la reconnaissance des pénibilités des métiers dits féminins. On a aussi des femmes à déclarer ne pas pouvoir s'interrompre dans leur travail. Elles disposent de moins d'autonomie dans la gestion de leurs horaires, etc., qui sont en fait des éléments, on l'a vu, qui peuvent vraiment jouer sur une qualité de vie au travail quand on est malade. Elles sont aussi voilà, davantage soumises à ce qu'on appelle la pression temporelle, de devoir voilà, travailler vite, en urgence, etc. Or, le stress et le travail intense, en fait, aggravent les symptômes de l'endométriose, puisque c'est une maladie chronique inflammatoire. Donc il y a vraiment en fait un effet un peu ping-pong entre le fait d'avoir une endométriose, des conditions de travail qui ne sont pas favorables, qui vont renforcer les effets, les symptômes, etc. Donc ils vont rendre plus difficile encore les activités et ça a des effets donc, sur les carrières. Elles sont nombreuses à déclarer voilà, avoir changé soit d'employeur ou même de type de sortir en fait parfois du salariat parce qu'elles n'arrivaient pas à tenir dans leur emploi et parce qu'en fait elles ne trouvent pas de réponse adaptée des services de santé au travail. Et même, on a des médecins du travail qui
incite les femmes atteintes d'endométriose à changer de métier. Donc, j'en ai un certain nombre qui déclarent passer au statut d'auto-entrepreneur, chercher à créer leur petite entreprise, disant bah, voilà, je vais avoir plus d'autonomie, etc. Et en fait, qui conduit de la précarité, et promotion qu'elles auraient dû avoir, ça peut être compté dans le calcul des primes, etc. Donc ça a des vrais enjeux, des vrais effets en fait qui viennent renforcer ce qu'on sait déjà sur le plafond vert. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que l'endométriose, c'est à la fois un enjeu de santé au travail, et c'est important de le rendre visible, et c'est aussi en fait un enjeu d'égalité professionnelle. Et en fait, pour justement pour tenir au travail, en fait, elles mettent beaucoup de choses en place pour éviter, pour réussir à tenir au travail et éviter en fait d'avoir des représailles ou d'autres réactions négatives de la part de leur entourage professionnel et de leur hiérarchie. Dans l'enquête, je montre qu'elles sont 82% à avoir des réticences